sur cette question de l'inclusivité des espaces et des mobilités, je propose à Vincent Snook, directeur d'Atingo, qui est un bureau d'études spécialisé sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de nous rejoindre, et à Véronique Losso, qui est responsable d'implantation à l'association ProVélo. Merci à tous les deux pour cette dernière séquence. Voilà, je ne sais pas si on dit Vincent Snook ou Vincent Snook, je ne sais pas trop là. C'est mes limites. Snook, très bien. Bienvenue. Allez-y. Encore la chaise après. Voici. Comment s'appelle votre chien ? Voilà, bienvenue. Merci pour cette présence aujourd'hui parmi nous. Alors peut-être je vais commencer avec vous, Vincent Snook. Donc vous pouvez peut-être dire deux mots de Atingo pour nous présenter un petit peu vos activités et puis ensuite de nous préciser voilà, qu'est-ce que c'est l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Qui est une personne à mobilité réduite ? Comment vous la définissez ? Comment vous travaillez avec ces aspects-là ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Si j'avais su que ce serait comme ça dans un fauteuil, j'aurais mis une cravate à mon chien. Il aurait été un peu plus présentable, je suis désolé. Donc voilà, mon nom est Vincent Snook. À la française, on dit Snook ou Snoek, mais en Belgique, on dit Snook. Et le bureau s'appelle Atingo. À la française, on dit Atingo. Voilà. J'aurais fait quelques erreurs. Ce n'est rien, mais c'est de l'espéranto, hein, donc voilà. Alors Atingo, ça veut dire comment atteindre son but. Hein, et donc on est un bureau qui est spécialisé en accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et on fait de la consultance et de la formation. On est basé ici à Namur et on travaille sur ces problématiques depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Alors, ici, en 2-3 minutes, ce que j'aurais à cœur de partager par rapport à l'inclusivité et aux personnes qui sont concernées par l'accessibilité, ce serait peut-être de détricoter ce que j'appelle une fausse croyance en termes de public concerné. Parce que depuis maintenant 22 ans que je suis dans ce métier, trop souvent, les gestionnaires de voirie, les responsables de bâtiments, etc. me disent « mais ça concerne combien de personnes ?» Je veux participer. Voilà. Et donc, c'est une question perverse parce qu'en fait, on sent bien derrière cette question que si c'est pas assez, est-ce que ça vaut la peine de faire des aménagements pour l'accessibilité ? Alors, tout le monde connaît le chiffre de peu près 30 à 40% de la population qui est concernée par des questions de réduction de mobilité, parce qu'on voit très vite dans l'inconscient collectif les personnes en fauteuil roulant, des personnes comme moi, aveugles, avec un chien, très bien, ils doivent avoir besoin d'accessibilité. Ces gens-là, personnes sourdes, on se pose déjà la question, c'est quoi l'accessibilité pour une personne sourde ? Personnes qui ont des difficultés de compréhension aussi, on ne sait pas, mais pourtant, elles ont des besoins, c'est clair et net. Des personnes qui marchent difficilement, personnes âgées, ça va, ça passe. Bon, mais tout ça, ça fait à peu près 30% de la population qui ont des difficultés de marche, qui ont des difficultés auditives, visuelles. Mais en fait, c'est là qu'il y a une erreur il y a un biais dans la réflexion. C'est que si on fait un instantané, une photo là maintenant des personnes, alors moi je ne les appelle pas des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'accessibilité, je dis vraiment des consommateurs d'accessibilité. Si je fais un instantané, c'est effectivement 30% de la population. Mais si vous réfléchissez, vous là, tous ceux qui sont dans la salle et qui ont la chance d'être valides, dans votre passé, vous avez eu besoin d'accessibilité. Ça c'est sûr et certain, parce que vous avez été petit. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous avez été tout petit même. Et vous avez eu besoin d'accessibilité. Et je l'espère pour vous, un jour vous serez très vieux. Et vous aurez aussi besoin d'accessibilité. Donc en fait, tout le monde, c'est absolument clair, et c'est la nature humaine, tout le monde est consommateur d'accessibilité à un moment ou à un autre. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième, c'est que je suis certain que vous connaissez quelqu'un
qui a des besoins d'accessibilité maintenant, là, tout de suite. Et si vous allez au restaurant ou si vous allez dans un espace public et qu'il est inaccessible, alors si vous êtes sympa, vous restez avec lui. Et donc, vous n'y allez pas. Et donc, les besoins, les consommateurs d'accessibilité, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment tout le monde et à tout moment. Merci beaucoup. Alors, on a parlé du genre, on a parlé des personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite. Vous avez travaillé, Véronique Losso, sur la question des publics précaires dans l'espace. Et je crois qu'on commence par une petite vidéo pour présenter votre travail. Je vais peut-être rapidement présenter. Alors, allez-y, dans l'ordre que vous souhaitez, bien sûr. Et puis, on verra la vidéo, effectivement. Donc, ProVélo mène depuis une dizaine d'années, d'abord à Bruxelles, un projet qui s'appelle Vélo Solidaire, qui a pour ambition d'accompagner des groupes de citoyens précarisés, fragilisés, pour apprendre d'abord l'équilibre, parce que comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il y a une partie de la population qui ne sait pas encore rouler à vélo, même chez les adultes. Donc on passe d'abord par cette étape-là, puis apprendre à rouler en sécurité, en confiance dans la circulation. Et puis également, on aborde rapidement les aspects mécaniques pour autonomiser un maximum les personnes. Donc on va voir en images ce que ça donne. On a des témoignages de participantes. Le projet avait été mené en 2022 avec Vie Féminine en collaboration avec la ville de Mons, avec le soutien du SPOE aussi pour tout le volet formation. Voilà, donc pardonnez-nous pour le son, il n'est pas très bon. On avait avec les moyens du bord, mais par contre les témoignages sont vraiment enrichissants. Être autonome sur le vélo parce que voilà, c'est un moyen de transport plutôt pratique, donc moi ça m'arrange vu que je ne suis pas véhiculée, quoi. Faire du vélo en groupe, en communauté avec d'autres femmes, faire des rencontres aussi, je veux dire ce sont des femmes de ville féminine que j'ai déjà rencontrées pour la plupart, voilà. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant de sortir du cadre de vie féminine pour aller vers une autre institution pour participer à un projet de mise en commun. Donc j'ai bien aimé cette proposition parce que j'aime bien le vélo. Je voulais faire le vélo pour ma fille. J'ai acheté un vélo sans pédale pour ma fille, elle commence le vélo. Et comme ça, je prends le vélo pour que je vais faire avec elle. On va promener tout ensemble, on fait le vélo. Et vraiment, c'est elle qui m'a donné le courage pour faire le vélo. Beaucoup, ouais. J'ai en fait eu à apprendre comment changer les vitesses, avoir beaucoup plus d'équilibre, à savoir indiquer ma direction et tout. Donc, ouais, super intéressant pour pouvoir rouler en ville parce que ça garantit aussi ma sécurité par rapport aux autres conducteurs. Et c'est bien parce que, je vais dire, j'avais un peu perdu ma pratique du vélo, donc j'ai retrouvé ma pratique du vélo, mais pas en totalité, pas complètement. Mais je sais que j'ai fait beaucoup de progrès. Et voilà, ça nous permet aussi de nous épanouir, de sortir un peu de notre quotidien aussi et de profiter un peu de notre, c'est notre petit moment à nous aussi, quoi, voilà, avec d'autres personnes. Je pense que ça va me faire plaisir de pouvoir ressentir cette liberté de bouger sans devoir attendre un bus ou quelqu'un qui te dépose. Donc, ouais. Je suis sur mon vélo, je ressens la liberté, c'est un gros mot un peu gros, un grand mot, mais voilà, je ressens de la liberté, voilà, j'essaie de faire un peu le vide autour de moi. Je pense que tous les moments sont pertinents, tous les moments sont intéressants. Et je vais dire à chacune de nous, je pense que ce projet-là a apporté quelque chose. Et ça fait plaisir de ressentir l'air, de se sentir libre sur le vélo. Rouler tout simplement. Et il y a une bonne ambiance, je trouve aussi, les gens sont super sympas. Merci aux formateurs. Voilà, donc vous avez entendu à plusieurs reprises le mot liberté. C'est vraiment ça qui était le plus présent. Le côté cohésion sociale aussi, c'est un projet qui amène beaucoup plus que uniquement de la mobilité, puisque à plusieurs reprises, je pense qu'elles sont fières d'avoir réussi
cet accompagnement avec nous. L'accès au vélo aussi est une question importante, hein, puisqu'il faut évidemment trouver des solutions pour mettre à disposition les vélos pendant les accompagnements, mais pas que pendant l'accompagnement, également après. Et donc là, on est tributaire des possibilités locales, Vélothèque, Bike Repair, les locations de flotte, les locations de vélos disponibles au sein des villes, ou alors, si vous avez dans votre commune une flotte de vélos qui est stocké dans un garage et qui ne sert pas, mais c'est le moment peut-être de proposer un projet vélo solidaire avec une association partenaire. C'est ce qu'on fait à Tournai prochainement avec le CIEP, le Centre d'information et d'éducation populaire. Ce sera aussi mené à Mons avec eux. Donc il y a plusieurs initiatives encore possibles avec des associations partenaires. Il nous faut des flottes de vélos et des gens motivés. Ici, dans la vidéo, vous avez eu aussi l'exemple d'Estelle, qui parlait beaucoup de liberté. Elle a été, d'abord, elle ne savait pas rouler à vélo, donc on lui a appris à rouler, à tenir en équilibre. Et puis finalement, elle est devenue ambassadrice du projet de location long terme de vélo à Mons. Et elle est représentatrice du vélo par tous les temps sur nos flyers hivernaux du projet Cité Vélo à Mons. Donc elle est très fière de ça et on lui donne la parole dès qu'on peut pour qu'elle représente ces femmes qui vivent des situations parfois compliquées, mais qui retrouvent une liberté en roulant à vélo. Merci. Je me viens à l'esprit une étude qui a été réalisée récemment en France qui a étudié les pratiques de mobilité dans les quartiers défavorisés, les quartiers politiques de la ville, on appelle ça en France, où il montrait effectivement que la marche était surreprésentée par rapport au quartier environnant, le vélo moins représenté et la voiture moins également. Donc il y a une vraie dépendance en fait effectivement au mode alternatif à la voiture, qui souvent la solution c'est la marche, c'est la seule solution accessible. Donc on a aussi vraiment cette problématique d'accès au vélo et en particulier dans les populations issues de l'immigration qui ont parfois peu appris à faire du vélo quand ils étaient jeunes. Donc c'est des belles démarches, bravo. Merci. Peut-être, donc on voit que prendre en compte toutes les spécificités de genre, de mobilité réduite, d'accès au vélo est quelque chose d'un peu compliqué. Valérie Boumbeck, je crois comprendre que dans vos travaux, vous avez évoqué, ou le sujet est revenu de l'accessibilité universelle. Comment on peut imaginer des espaces qui prennent en compte toutes ces spécificités ? Donc en effet, c'est vrai que par le témoignage des participantes, elles ont quand même aussi évoqué la difficulté d'avoir cette mobilité de transport des enfants, donc que ce soit transport avec poussette, que ce soit tenir un enfant par la main, le transport des courses avec un caddie, donc tous ces différentes possibilités qui réduisent aussi la mobilité et qui nécessitent de se poser les bonnes questions sur l'accessibilité. Voilà, un problème encore une fois des trottoirs encombrés, des trottoirs trop étroits. Alors oui, ça porte atteinte pour les piétons-piétonnes, mais quand on a un enfant, quand on a une poussette, quand on doit pousser aussi un caddie de course, c'est exacerbé finalement. Et c'est aussi toutes des choses à prendre en compte lorsque l'on souhaite se déplacer, lorsque l'on souhaite mettre en place des actions pour améliorer l'accessibilité. Après, il y avait aussi des participantes qui parlaient qu'elles s'occupaient aussi parfois de proches qui, eux, étaient soit moins valides, soit en difficulté. Enfin, c'est toutes des situations, en tout cas, qui ont aussi été mises en avant par les participants dans le cadre du projet. Merci. Alors, Vincent Snook, ça c'est positif pour vous de voir que finalement, quelle que soit la situation en rapport à sa capacité de mobilité, l'accessibilité, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Vous avez des recommandations pour développer cette pratique d'accessibilité universelle ? Oui, mais je crains qu'on y reste tout le week-end. Donc... Alors, un peu moins si possible. Donc, effectivement, l'accessibilité, c'est une thématique qui a ceci de particulier, c'est que tout le monde est d'accord qu'il en faut. Mais par contre, on la rencontre assez peu.
Et donc, et très souvent, elle est oubliée. Tout à l'heure, notre interlocuteur suisse parlait des questions, des problèmes d'entretien, qui sont déjà la première cause qui pourrait maintenir l'accessibilité en tout cas. Et bon, ici, je suis venu de la gare pour venir jusqu'ici à pied. Enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment, et donc c'est partout pareil. Donc c'est vraiment cette question d'accessibilité. La première recommandation que je peux faire, c'est qu'il faut l'intégrer dès le départ de la réflexion et pas quand il y a des groupes de pression ou des citoyens qui viennent se plaindre. Donc la démarche qu'on a vue en Suisse tout à l'heure de consultation et qui a été saluée, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de développer l'accessibilité universelle, parce qu'il n'est pas question uniquement d'appliquer des normes. D'abord, les normes et les règles, elles existent, mais elles sont insuffisantes. Elles ne permettent pas une accessibilité à 100%. Mais par contre, tenir compte des besoins réels de la population. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la population qui a besoin d'accessibilité, elle est nombreuse. Donc ça, ce serait vraiment une des premières choses. Et donc, peut-être se souvenir de quelques mots-clés quand on veut parler d'espace public accessible. C'est que d'abord, il faut qu'il soit praticable. Et donc, quand on réfléchit à praticable, il faut penser à tous les publics. Il faut que cet espace il soit lisible et compréhensible. C'est pas toujours évident. Je vous assure que en tant que non-voyant, quand vous arrivez rue de Fer ou place de l'Ange, c'est pas clair. C'est pas très clair ce qui se passe. Il y a des voitures, il n'y a pas de voitures, il y a des trottoirs, il n'y a pas de trottoirs, il y a des piétons. Oui, ça, il y en a plein. Mais pourquoi sont-ils là et comme ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a encore des traversées? Voilà, c'est pas clair. Donc j'ai dit la praticabilité, la lisibilité des espaces et la sécurité des espaces. Donc la sécurité de ces espaces, elle passe aussi bien par les aspects sécuritaires, on va parler des craintes de l'agression, des choses comme ça, mais pour les personnes en situation de handicap, la sécurité, c'est avant tout la praticabilité sans danger. Donc pas de trous, pas de marche, pas d'endroit où on risque de rester calé. Tout à l'heure, on a vu de beaux espaces, mais il y avait quand même beaucoup de gravier là en Suisse. C'était quand même un peu... alors voilà, c'est bien qu'il y en ait pour certains endroits parce que c'est temporaire, mais il faut prévoir une alternative pour d'autres publics. Donc c'est praticabilité, lisibilité et sécurité pour tout public. Ce sont vraiment les recommandations, je dirais, principales pour qu'un espace soit utilisable par tous. Et je veux dire, au-delà de ça, ce serait probablement les points 1 avant même, malheureusement, de s'occuper de design ou de beauté des espaces. Les personnes qui sont en réduction de mobilité très forte, elles sont heureuses si les espaces sont beaux, mais avant tout, il faut qu'elles puissent y arriver, quoi. C'est vraiment ça. Mais de votre expérience, c'est possible de concilier l'ensemble des formes, par exemple, de handicap? Moi, j'ai en tête que voilà, pour les malvoyants, ce qui est important, c'est d'avoir des tracés bien déterminés, des hauteurs pour pouvoir repérer les espaces de nature différentes. Puis à l'inverse, pour les personnes en fauteuil roulant, il faut quelque chose de plutôt lisse. Et puis voilà, sur un espace qu'on veut mixte, piéton, vélo, voiture, eh bien, on veut plutôt quelque chose aussi très indistinct. Et donc, de votre expérience, c'est possible de concilier l'ensemble de ces contraintes pour faire un espace qui soit utilisable par tous? C'est une question piège. C'est un peu comme la question au monsieur de Canopéa tout à l'heure. Alors oui et non. Enfin, si je vous dis oui et que vous me demandez la solution, je ne l'ai pas. Il y a des pistes, ça veut dire qu'il y a des aménagements qui peuvent... Il y a des conceptions qui peuvent être extrêmement inclusives, ça c'est certain, mais qui ne répondront forcément pas aux besoins complets de tous. Et là, alors on peut mettre en place des dispositifs artificiels, comme du guidage tactile, comme l'emploi de nouvelles technologies, etc. Mais ce sont des choses que l'on met en plus une fois qu'on a épuisé totalement le sujet de la réflexion vraiment globale d'un aménagement inclusif. Et je dois dire que si on arrive au maximum de ce qu'on peut faire et qu'il y aura toujours quelqu'un pour qui ça va être difficile, parce que les situations sont uniques chez chacun, mais si on arrive déjà jusque-là, je pense qu'on aura fait un sacré bout de chemin quand même.
Merci. Charlotte Dans et Elodie Bobron, vous avez aussi ces conflits d'usage. Alors là, dans les travaux concernant la nuit, c'est des objectifs environnementaux, des objectifs de sécurité. Est-ce que pareil, est-ce qu'il y a des solutions à ces conflits? Est-ce qu'il y a des moyens d'atteindre quelque chose d'équilibré? Je pense que la première chose, c'est la concertation entre les différentes parties, entre les différents acteurs, pour pouvoir éclairer là où on en a besoin, parce qu'on en a besoin, et identifier ces endroits, ces différents usages, et puis voir où c'est possible de ne pas éclairer, parce qu'il y a aussi un besoin de préservation de biodiversité à certains endroits, plutôt qu'à d'autres où on aurait plus besoin d'éclairage. Donc je pense que c'est une concertation entre les différents acteurs qui ont chacun leur expertise à amener sur la table. Une autorité communale connaît son territoire, connaît les besoins sur son territoire. Un gestionnaire de réseau a toute l'expertise pratique, opérationnelle, technique, et je pense que c'est vraiment cette concertation-là qui est la solution. Je reviens à la partie sur l'étude de genre. Valérie Boumbeck, en forçant le trait, les femmes, elles veulent des espaces que pour les femmes, ou elles veulent des espaces où la mixité fait peur, ou au contraire elle rassure? Comment c'est perçu? On a rencontré des femmes qui voulaient effectivement des espaces que pour les femmes. Ça c'est vraiment poussé à l'extrême, tout comme à l'extrême, mais il y a quand même malheureusement à certains endroits, selon les participants, toujours à certains endroits ou à certaines heures, notamment en soirée, des espaces qui sont finalement monopolisés uniquement par des hommes. Donc il y a toujours aussi ce volet un peu revendication de moi aussi je souhaite m'imposer dans l'espace public, mais ce que l'on voit, ce que l'on comprend à travers ces différents témoignages, c'est vraiment de la mixité homme-femme, mais également la mixité des âges, la volonté de pouvoir sortir, encore une fois, de pouvoir se balader avec ses enfants, de pouvoir faire une activité même familiale, donc plus jeune, tout ça pour dire au niveau de l'âge aussi, donc le genre, l'âge à tout niveau, à tout moment de la journée, à tout endroit, vraiment cette mixité à tout niveau, que tout le monde puisse se rencontrer tout un chacun. C'est plutôt la mixité qui rassure ça rassure, et au-delà de rassurer, encore une fois, c'est juste le côté aussi même convivial, l'interaction sociale, connaître son quartier, connaître les habitants, ça reste quand même aussi des moments aussi très agréables. Donc au-delà de se sentir en sécurité, alors oui, ça y contribue lorsque l'on est quelque part plus tard dans la nuit, de voir effectivement que l'espace public est occupé par des hommes, par des femmes, par des groupes, par des gens seuls, à vélo, à pied. Alors oui, ça rassure, il y a effectivement ça conforterait, ça renforcerait le sentiment d'insécurité. Je pense que c'est aussi à plusieurs niveaux, le plaisir est quand même revenu assez régulièrement aussi. Et sur cette ambiance nocturne, du coup, est-ce que cette question-là aussi du genre, est-ce qu'elle intervient? Comment l'éclairage participe de rendre ces espaces plus mixtes, peut-être? Oui, je m'adresse à vous, Elodie Bobron. Pour cette question de l'ambiance, donc le premier rôle de l'éclairage est vraiment lié à la perception qu'on a de l'espace public, et il répond à un des besoins auxquels il répond, et c'est un besoin plutôt émotionnel, et c'est l'ambiance de l'espace public. Ça dépend évidemment des types de voiries, d'endroits qu'on considère. Ça va être plus important pour des parcs, des jardins, des quartiers résidentiels que pour des grandes routes, par exemple. Donc ça, c'est pour la question de l'ambiance. Et historiquement, l'éclairage était plutôt vu initialement, à ses balbutiements au XVe, XVIe siècle, quand on a commencé à éclairer les villes, à cette question d'ambiance et d'art, et de montrer à son voisin qu'on avait des choses à montrer et à éclairer. Et donc je pense que l'ambiance, effectivement, est un des points fondamentaux de l'éclairage. Et l'ambiance est liée à ces interactions entre des lieux et des usagers et l'éclairage. Et c'est un élément clé que de pouvoir comprendre quels sont les besoins des différents usagers, quels sont leurs usages des espaces. Et il y a différentes solutions qui peuvent être proposées en termes de confort visuel. On peut jouer sur l'intensité de l'éclairage. Si cette pièce était super illuminée, peut-être que ce serait moins agréable
pour les usagers. On peut imaginer de déplacer ça dans l'espace public également. Et il y a toute la question aussi de la température de couleur, donc de la couleur de l'éclairage, où on va pouvoir de nouveau jouer sur ces compromis entre agréable pour l'usager, un éclairage plutôt ambré comme ici est agréable, plus agréable que du blanc très froid, mais d'un point de vue sécurité, un blanc très froid va permettre de mieux distinguer les traits, il y a des études qui le montrent, on distingue mieux les traits des personnes dans la rue et mieux distinguer les traits des personnes qu'on croise, et je pense que là le genre joue également. On va peut-être plus faire attention, je ne sais pas, j'ai pas de chiffres, hein, c'est juste quelque chose que je peux imaginer que vous pouvez confirmer ou pas. On va peut-être plus regarder les expressions des personnes qu'on croise, qu'est-ce qui dégage, et ça, un éclairage plus blanc va mieux le permettre qu'un éclairage plus ambré, parce qu'on distingue mieux les traits avec un éclairage blanc plus froid. Donc c'est tous ces de nouveau je crois que c'est une question de compromis et de concertation au final. Et qui du coup nécessite de travailler vraiment très localement en fonction de l'usage de l'espace dont on parle, ou est-ce qu'il y a quand même des solutions, des pratiques anciennes qui peuvent être abandonnées, ou des solutions qui émergent comme des solutions un petit peu adaptées à des espaces publics classiques? Est-ce qu'il faut... c'est un travail de concertation espace par espace, c'est forcément lourd, mais c'est ça la bonne solution. Vous sauriez dire? Je ne saurais pas répondre comme ça à cette question, parce que je pense que c'est en discutant avec des praticiens de terrain qui pourraient donner leur avis sur il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution clé en main. Il faut vraiment faire un travail. Il y en a peut-être, mais je ne l'ai pas. Très bien, merci beaucoup. Véronique Losso, vous avez, de vos expériences, de votre expérience, comment on peut mieux faire pour que l'espace public et les différents modes de transport soient plus accessibles à tous et à toutes? Alors sur cette question, j'ai du mal à y répondre, donc c'est plutôt, oui, je pense que les questions d'éclairage sont importantes quand on roule à vélo le soir, la nuit. Moi, il m'arrive de monter sur mon vélo à minuit dans le noir, dans ma ville que je connais par cœur et sur un itinéraire que je connais. Ben, ça me pose quand même problème, donc c'était intéressant d'entendre ces questions de diminution de la pollution lumineuse. Pour les femmes qu'on a formées pour revenir au projet, là c'était uniquement le jour, hein, donc on est plus toutes nos formations se déroulent évidemment plutôt en journée. En hiver parfois on en fait aussi le soir, mais bon, ça, l'éclairage et le vélo est un long sujet aussi. Donc, on a beaucoup de promotion, de sensibilisation pour bien s'éclairer la nuit et se rendre visible. Voilà, le GRAC est plus propre que nous pour ça. J'ai beaucoup de témoignages en France de femmes qui disent qu'elles se sentent plus en sécurité en vélo la nuit qu'à pied, parce que le sentiment de pouvoir échapper d'être moins victime de harcèlement ou avoir moins peur de situations de harcèlement et de pouvoir s'échapper effectivement plus facilement de situations compliquées. C'est un peu paradoxal en tout cas pour un homme d'entendre ça, et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il peut y avoir aussi des complémentarités entre les modes de transport par rapport à l'ambiance la nuit. Effectivement, on peut se faufiler plus vite. Moi, c'était plus le risque d'accident, de tomber à cause d'un trou dans la route, quoi. Merci. Notre table ronde se termine, la dernière de la journée. Donc, je vous propose un mot pour la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme votre recommandation ou votre suggestion pour que tous on progresse sur cette question de rendre les mobilités et les espaces plus inclusifs? Monsieur Snook? Quand on réfléchit à un espace que l'on voudrait voir habité ou utilisé par tous, d'avoir en tête trois composantes. La première, c'est les aspects matériels. Je dois le rendre avec des briques, du béton, de la terre ou du sable, praticable, sécuritaire, etc. La deuxième chose, il doit être organisé de façon à ce que les gens se sentent bien dedans. Et la troisième, c'est que si cet espace est agréable, ça va induire des comportements d'aide et peut-être parfois d'assistance, mais bienvenus.
Et donc on réinstaure la pratique de simplement la convivialité et de l'entraide entre citoyens, en situation de handicap ou pas, en réduction de mobilité ou pas, consommateur d'accessibilité ou pas. Et avec ces 3 éléments, l'infrastructure, une bonne organisation et des comportements adéquats, je pense qu'on peut vivre ensemble relativement bien dans nos villes. Merci. Valérie Boumec. Je rejoins quand même ce que Vincent vient de dire et je rajouterais voilà, que chaque usagère de la voie publique puisse se mettre à la place de l'autre. Enfin, voilà, en tout cas de se mettre effectivement à la place de chaque mode de transport et de la consultation également aussi citoyenne, tenir compte aussi bien des piétons, piétonnes et de différents âges, de différents genres, d'inclure finalement déjà dès la réflexion les différents publics qui seront amenés à se déplacer. Merci. Véronique. Je dirais de ne pas hésiter à mettre les moyens dans des projets d'accompagnement, de sensibilisation des citoyens pour qu'ils comprennent mieux en fait les différents modes de déplacement et un genre de vie ma vie parfois qui est très optimal. Ça rendrait l'espace public plus convivial et plus facile à partager. Merci. Élodie. Je rejoins à ce qui a été dit juste avant et j'ajouterais cet aspect concertation, concertons-nous, mettons toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur le sujet parce que chacun a son expertise à amener sur ce genre de sujet avec des visions différentes et une personne ne saurait pas avoir une vision holistique du problème et donc je pense que c'est intéressant de pouvoir discuter, échanger et mettre les personnes autour de la table pour avancer les choses sur le sujet. Merci. Charlotte. Que rajouter de plus? Je pense que tout a été discuté. Voilà, j'ai pas forcément d'idées supplémentaires. Merci beaucoup. Je pense qu'on voit que c'est compliqué de prendre en compte tous les usages. Il y a des enjeux, mais que voilà, l'importance d'en parler et d'échanger en amont des projets en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour cette dernière table ronde.